Les magistrats suivent tous la même formation dans l'unique école de la magistrature française qui se trouve à Bordeaux. Environ 7000 magistrats exercent leurs fonctions dans les 1500 cours et tribunaux que compte la France et l'outre-mer. On peut regretter qu'il n'y ait aucun magistrat d'origine polynésienne au sein de la magistrature française. Les relations qui se sont établies entre la France et la Polynésie française sont anciennes. En 1843, le roi Louis-Philippe place les établissements français de l'Océanie sous protectorat. Dans un premier temps, l'évolution institutionnelle va dans le sens de la centralisation des pouvoirs. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, suite aux promesses faites par le général de Gaulle lors de la conférence de Brazzaville en 1944, les établissements français de l'Océanie deviennent un territoire d'outre-mer, c'est-à-dire une collectivité territoriale disposant d'une organisation particulière. Ce n'est plus le gouverneur, mais le président du gouvernement polynésien qui est le chef de l'exécutif. En définitive, appartiendra à l'État français le domaine de compétences dites régaliennes, c'est-à-dire pour l'essentiel la défense, l'ordre public, la monnaie et la justice. L'institution judiciaire prend en charge 118 îles et atolls répartis sur une surface de 4 millions de kilomètres carrés. En Polynésie, les principes d'organisation judiciaire sont les mêmes qu'en France métropolitaine, avec cependant quelques particularités. 2 sections détachées, dont une à Raiatea. Un juge détaché, c'est un juge du tribunal de première instance de Papeete qui est placé sur le poste de Raiatea. Et c'est en cela qu'on est détaché. Et qu'est-ce qu'il a comme casquette ? Toutes les casquettes. En fait, il est à la fois juge aux affaires familiales, c'est-à-dire qu'il fait les divorces, juge des enfants, juge pour enfants, c'est-à-dire qu'il fait absolument tout ce qui est nécessaire en assistance éducative, et puis lorsque les mineurs font des petites bêtises, ou des grosses d'ailleurs. Il est aussi juge des tutelles, c'est-à-dire qu'il s'occupe des gens qui deviennent fous, il faut employer le terme clairement. Il est juge aux affaires familiales, je l'ai déjà dit, il fait les divorces. Il fait aussi juge civil classique, c'est-à-dire qu'il fait des dossiers classiques en droit civil, et puis il s'occupe de toute la partie pénale, c'est-à-dire il est président de la correctionnelle et il préside toutes les audiences de police. Le juge Alain Tessier-Floïc est marié, père de 2 enfants. Il vit et travaille sur l'île de Raiatea. Raiatea se trouve à 45 minutes de vol de Papeete. Avec 238 km², elle est la 4e île de la Polynésie française. La tradition a fait de Raiatea le berceau des civilisations polynésiennes. L'île compte actuellement 12 000 habitants. Dans cette île sans plage, l'activité touristique reste modeste en comparaison de Bora Bora. Alain Tessier-Floïc a exercé des fonctions de juge d'instance à Yssingeaux, dans le sud-ouest de la France, puis il a présidé durant 3 ans un tribunal mixte de commerce à Cayenne, en Guyane française. Aujourd'hui, il est président du tribunal de Raiatea. Il occupe ce poste depuis près de 4 ans. Le plus simple peut-être, c'est de leur expliquer tout simplement, par exemple, la première lettre du deuxième mot, tu vois, M pour Maigret, L pour Lepage, G pour Gluckstein, B pour Bayrou, C pour Chirac. C'est pas évident, hein. Le mieux c'est peut-être de lui donner tous les bulletins, de l'accompagner jusque dehors, où elle va voir la tête des gens. Et dehors, la personne va dire, voilà, c'est celui-là. Et à ce moment-là, il faut que ce soit l'un d'entre vous qui lui dise, c'est ce bulletin-là qui correspond. Le problème, c'est que normalement, on n'a pas à faire ça, parce qu'il est évident qu'on pourrait truander. Hein. Quand on dise la tête de Gluckstein, c'est en fait, j'en sais rien, Christine Boutin. Je me souviens très bien avec De Villiers, très simplement, parce que De Villiers, il y avait un V, et De Villiers, il voyait sa tête, et c'était De Villiers. Bon, Jospin, tu vois, c'est même pas marqué Jospin. Ah, j'avais pas marqué, tiens, que c'était pas marqué Lionel Jospin. C'est étonnant, ça. Voilà. Comme en métropole, exactement comme font mes collègues en métropole, c'est-à-dire que les juges d'instance sont missionnés pour aller vérifier pratiquement tous les bureaux de vote, voir si tout se passe bien, si le contrôle des listes d'émargement se passe bien, si y a bien assez de bulletins, s'il n'y a pas d'irrégularité. C'est un peu un gage de démocratie.
Là, c'est un travail que mes collègues ont fait aussi toute la journée et puis que je vais faire avec d'autres collègues là-bas. Ce soir, je rendrai compte que tout s'est bien passé ou s'il y a un problème, je dirai ce qu'il y a eu comme problème, de telle manière qu'il n'y ait pas de fraude électorale. Sur les élections nationales, les législatives ou les présidentielles, il y a quand même assez peu de problèmes. On a peu de fraude, peu de risques de fraude. Les endroits où on a le plus de fraude, les risques qui sont les plus grands, c'est les municipales surtout. Ça se fraude, ça a tendance un peu à être plus passionnel. Donc on va mettre un truck ou un bus pour pouvoir amener pas les candidats, mais les partisans d'une équipe plutôt que d'une autre. Enfin, c'est un peu plus gênant. Donc là, on est obligé d'intervenir, obligé de rappeler la loi, d'être très ferme en matière de procuration. Il faut être très très rigoureux et très très ferme là-dessus. Il faut que les procurations elles aient bien été envoyées, qu'il y ait bien eu l'impossibilité pour celui qui donne procuration de venir voter, etc., etc. Voilà, les vérifications classiques. Il y a déjà des bruits qui circulent sur les résultats métropolitains. Oui. J'ai entendu, hein. Oui. C'est Le Pen qui parle en Chine. Le Pen serait au deuxième tour. On verra ce que ça va donner. Besancenot. Hein? Le tout jeune là? On va voir. Bon, de toute façon, veillez à ce que tout se passe bien. Puis voilà. Ok. À plus tard. Voilà. Bon, c'est bien, venez voter. Voilà. Bon, allez, c'est bien. Voilà. C'est un métier qu'on fait par passion. On le fait vraiment par passion parce que si on le fait, on peut pas dire qu'on puisse avoir une motivation financière. C'est un travail qui est bien rémunéré mais qui n'est pas très bien rémunéré. Mais c'est un travail qu'on fait vraiment avec ses tripes. Je crois qu'on peut employer ce terme un peu vulgaire, mais on le fait avec ses tripes parce que vraiment c'est un métier qu'on fait avec son cœur, avec ses tripes. Oui, je n'arrive pas à trouver d'autres mots. C'est une justice vraiment de grande proximité, c'est-à-dire qu'on est très proche du citoyen. Ce qu'on appelle les audiences foraines, c'est le juge qui se déplace avec son greffier dans les mairies des arrondissements. On se déplace dans les différentes îles, on se déplace à Bora Bora par exemple. On va à la rencontre du citoyen, on va à la rencontre du plaideur. Oui, Olivia? Oui, bonjour, c'est Anouk, la vétérinaire de Réatia. Vous pouvez vérifier si vous avez un acte de naissance né le 9 septembre 1985. Et comme on a mis seulement parce qu'ils attendent que je saisisse le géomètre. 85, 9 septembre 85. Les greffiers fonctionnaires de justice sont indispensables à la bonne marche de la justice. Ils sont la mémoire du tribunal ou de la cour dont ils tiennent les registres. Collaborateurs des magistrats, ils les assistent lors des procédures et des audiences. Ils veillent au respect et à l'authenticité des actes tout au long de la procédure. Enfin, le greffier a également vocation à exercer des fonctions d'accueil et d'information du public. Le rôle du greffier est éminemment important. Il est l'interprète des tahitiens et du juge, mais aussi l'assistant de tous les instants. Parfaitement bilingue, il donne aussi quelques conseils aux plaideurs lorsqu'il convient de présenter une demande fondée en droit. Sans greffier, le juge n'est rien, car lui seul permet d'authentifier les procédures. Ils exercent toutes les missions, tour à tour greffier du juge civil, divorce, affaires de terre, impayés, puis du juge des enfants, puis greffier d'audience correctionnelle. Il leur faut beaucoup de polyvalence et de bonne volonté. Chaque greffier part ainsi en moyenne une fois tous les 3 mois en tournée foraine. On va partir avec du matériel informatique performant. On a l'ordinateur ici qui est
qui est très très bien, puisque comme il est relié ici au réseau, on a pu prélever absolument toutes les données dont on avait besoin, c'est-à-dire les données relatives aux gens, pour préparer les ordonnances de non-conciliation, pour préparer les PV d'audition des mineurs qu'on va mettre en examen, pour préparer les dossiers de tutelle, on a évidemment les préparations de PV d'audition, de PV ça veut dire procès verbal, d'audition de personnes, etc. Donc c'est très très pratique. Et on est complètement autonome, à savoir qu'on a notre ordinateur plus une imprimante qui marche sur batterie. Donc ça nous permet, même si on fait un transport sur les lieux ou autre, de pouvoir travailler directement avec du papier et une imprimante, là comme ça, sans fil, sans rien du tout, sans batterie, sur batterie, et d'avoir directement ce dont on a besoin, un procès verbal qui peut être fait sur les lieux ou des choses comme ça. En particulier en matière de transport, j'aime bien faire les transports avec un procès verbal à la clé. Pourquoi ? Parce que tout simplement on fait signer tout le monde, et puis qu'à la sortie, on peut presque délivrer, presque, parce que j'ai juste un numéro à lui donner, on peut presque délivrer le document aux gens, le transport terminé. Et puis quelquefois quand on arrive à une conciliation, c'est-à-dire quand on réussit à mettre les gens d'accord, eh bien c'est très très bien, parce que ça permet de leur faire signer immédiatement et d'avoir un accord définitif entre eux. Voilà, là c'est un petit mécano, là. Tac. Donc les services de gendarmerie procèdent à l'enquête, l'interpellation lorsqu'ils ont attrapé le suspect. Lorsque le dossier est en état, ils le soumettent au procureur de la République, qui lui est le seul qui a, c'est un peu la garde de triage, qui a le pouvoir de dire aujourd'hui, celui-là je l'envoie directement chez les juges d'instruction, celui-ci il est mineur, je vais l'envoyer vers le juge d'instruction des mineurs, celui-là je le convoque directement à l'audience pénale, ou bien celui-ci, j'ai pas d'éléments suffisants et je décide de classer. Donc on passe nous après la garde de triage. Le procureur trie et nous on a simplement une partie du tri. En Polynésie, la justice est foraine, itinérante, en raison de l'émiettement géographique et de la dispersion des populations. Pour éviter des déplacements coûteux aux justiciables, monsieur le juge se transporte dans les mairies des îles avec armes et bagages, dossiers, codes et costumes d'audience, près de 100 kilos de bagages. Le juge doit donc être polyvalent pour répondre aux diverses attentes des populations. Il règle de nombreux litiges. Il est aussi et surtout un juge de la conciliation, à chaque fois que le règlement de petits conflits ne nécessite pas la saisie de la juridiction, mais plutôt la médiation d'un juge investi d'autorité et d'impartialité naturelle. Outre cette activité de règlement des conflits d'intérêt privés, le juge forain exerce également une importante mission de conseil, tant au niveau des mairies éloignées, pour ce qui concerne les règles de fonctionnement de l'état civil, que pour les particuliers qui, faute de pouvoir s'adresser à un notaire, un huissier ou un avocat, viennent chercher auprès du juge les renseignements nécessaires à leurs différentes démarches. Cette fonction est essentielle car elle permet aux populations éloignées d'obtenir une information objective, pratique et rapide. L'adoption simple. Vous avez donné naissance à un enfant. Vous le confiez à une famille. À cette famille, vous lui confiez des droits et des obligations, mais vous continuez à donner, à ce que l'enfant conserve son nom. C'est-à-dire qu'il continue à s'appeler. D'accord ? On conserve le pito entre les deux familles. L'enfant, il connaît votre lien. Il sait qui sont ses parents. Ça, c'est l'adoption simple. Quand vous décédez, il hérite de votre fénois. Quand les parents qui adoptent décèdent, il hérite de leur fénois et de leurs biens. D'accord ? Il hérite sur les deux familles. Ok. Ça, c'est l'adoption simple. Maintenant, l'adoption plénière. Vous êtes toujours les parents, vous confiez le bébé à la famille adoptante, et cette fois-ci, vous confiez définitivement. Vous voyez, on te le confie. Et on coupe le pito. Couper le pito, ça veut dire que cette fois-ci, eh bien, on rompt la relation. Il devient vraiment l'enfant des deux frani, et à partir de là, il n'hérite plus de votre nom, il n'hérite plus de votre fénois. Ok ? Donc c'est à vous de choisir aujourd'hui entre adoption simple et adoption plénière.
Alors vous en avez discuté, vous en avez parlé. Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Un peu. Et alors? Après le Malik Maoui, je peux faire parler en tahitien? C'est bon? Alors, est-ce que vous en avez discuté entre vous? Je vous avais bien compris entre l'adoption simple et l'adoption plénière, la différence qu'il y avait? Plénière? Toi aussi? Vous êtes sûr? C'est un acte important, hein? Ok. Alors, si vous changez d'avis dans le délai de 2 mois, vous pouvez changer d'avis. Mais à ce moment-là, il faut m'envoyer un courrier en lettre recommandée au tribunal. D'accord? Après les 2 mois, ce sera fini. L'enfant, il sera adopté par les 2 frani, là, et puis Oti. D'accord? T'as dit Marie là? Il faut savoir qu'il y a une chose très importante chez les Tahitiens, c'est que quand ils naissent, on récupère le placenta, on coupe le cordon ombilical et on va le déposer sur une terre qui appartient à la famille. Et à partir de ce moment-là, on met ça au pied d'un arbre ou quelque chose comme ça, l'enfant, il appartient à sa terre, il appartient à son pays, il appartient à ce qu'on appelle son fénois. Et c'est extrêmement important ici. Quand on dit qu'ils sont attachés à leur terre, c'est un attachement entre guillemets viscéral. Et viscéral, ça comprend évidemment le cordon ombilical et le placenta. Voilà. Et le frani, c'est quoi? Frani, c'est les Français. La vie en société, la famille, la rue, l'école, l'entreprise peut être source de conflits. Dans ces situations, et quand on ne parvient plus à s'entendre à l'amiable, on attend de la justice qu'elle rétablisse chacun dans ses droits, mais aussi qu'elle protège les intérêts des individus et ceux de la société. Dans notre démocratie, la justice remplit une mission fondamentale de l'État qu'il ne saurait ni concéder ni aliéner. Nul ne peut se faire justice lui-même. La justice est un service public, elle est rendue au nom du peuple. Si je sais comprendre le tahitien, je ne sais pas le dire en tahitien. Il faut leur expliquer qu'il faut faire une requête au fonds d'adoption. Que des enfants femmes, c'est-à-dire des enfants qui ont été adoptés à la mode tahitienne. Cependant, le problème de l'adoption à la mode tahitienne, c'est que ce n'est pas reconnu par la loi française. Il faut absolument qu'ils adoptent suivant la loi française pour pouvoir donner en héritage, ce qui est très important pour les Tahitiens, donner en héritage leurs terres. Sinon les terres vont partir entre les frères et sœurs des 2 parents, et donc c'est perdu pour eux, quoi. Et les enfants n'ont rien, ils passent devant la glace. Depuis la naissance du bébé, vous dites gêné dans la prise en charge, vous avez reconnu que vous étiez irrité, vous étiez fâché parce qu'il pleurait, et que vous, à ce moment-là, vous lui tapiez dessus. Hein? C'était trop dur, quoi. Insupportable. Hein? Quand vous ne compreniez pas le bébé, quand il pleurait, vous vous êtes dit c'est pas possible, on comprend pas. C'est pas comme les autres, c'est ça que j'ai remarqué. Oui. Il pleure seulement, oui. Mais c'est vrai que pour s'occuper d'un bébé, il faut être disponible et il faut essayer de comprendre le bébé, parce que le bébé il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas dire j'ai mal, j'ai faim, j'ai soif. Donc il pleure. Et là. Bah oui, mais le problème c'est que c'est pas seulement qu'elle pleurait, c'est que vous lui avez tapé dessus et puis que vous lui avez cassé un bras. C'est grave ça. Hein. C'est grave. Bon, alors je vais mettre. Nous ne comprenions pas notre bébé lorsqu'il pleurait. Et nous lui avons cassé un bras. Bon. Alors il a été hospitalisé
février 2002, je dis une bêtise, 2002. Bon, on va donc stabiliser la situation et on va se revoir, peut-être pas en juillet, mais en octobre cette année, pour voir où on en est. D'accord ? Hein ? D'ici là, il faut que vous fassiez des efforts naturellement, et puis qu'on soit sûr que si on vous rend le bébé, vous n'allez pas nous le massacrer. Hein ? C'est bien clair ? Dites-vous bien une chose là tous les deux, hein. C'est que pour l'instant je vous parle gentiment, mais quand on fait des mauvais traitements à un enfant, hein, c'est la prison. Hein. Il y a le code qui est juste à côté, là, qui est le code pénal. Quand on tape sur les enfants, on va en prison. Quand un père casse un bras à un enfant, à un bébé, il va en prison. Alors je ne sais pas ce qui se passera au niveau du procureur de la République, s'il classe, s'il fera, je ne sais pas ce qu'il fera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous a à l'œil. Hein. Pas de bêtises. Hein. Les problèmes sont différents d'île en île. Bora, le problème majeur, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'argent qui est brassé, des gens qui travaillent, et donc la délinquance qu'on va avoir sur Bora est une délinquance qui est plus axée sur l'argent, c'est-à-dire les vols et les falsifications de cartes de crédit, les vols dans les hôtels. Alors que dans les autres îles, on a une île comme l'île de Ta ou Rayatea, qui sont deux îles, enfin un groupe d'îles où on a plus de culture de cannabis. Et puis l'île de Wahine qui est plus connue, plus habituelle, avec une délinquance classique, type violence. Et ça, c'est lié au tourisme, donc en partie, quoi. Ça me semble être lié au tourisme, c'est parce que ça apporte tout simplement de l'argent supplémentaire. Et apportant de l'argent, il n'y a pas de chômage à Bora. Hein. Il n'y a pas de chômage, mais ça crée une espèce d'économie parallèle avec beaucoup d'argent qui est quand même brassé. Hein. Voilà. Ce matin, j'ai filmé plusieurs petites choses et j'ai vu quand même que tu faisais un peu de morale aux gens, de morale, quoi. Oh oui, je crois que chaque juge a sa façon de travailler. Moi, je reconnais que je fais un peu la morale aux gens. Ça n'est pas... je crois que c'est pas mal perçu. Le principal, c'est que qu'on tombe juste. On ne peut pas faire de la morale tout le temps. On est amené quelquefois à faire la morale. Ça n'est pas ça forcément rendre la justice, mais ça peut entrer dans le cadre. Rappeler la loi, mais aussi rappeler les principes classiques. Le respect de ses parents, le respect de l'autorité, toutes ces choses-là. Non, les problèmes de violence ne sont pas spécifiques. Violence à enfants ne sont pas spécifiques à la Polynésie, hein, on a les mêmes partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un mythe en Polynésie, c'est le mythe de l'enfant roi. L'enfant roi qui, pendant les premières années de sa vie, vraiment est choyé, adoré, porté par ses parents. Mais quand je dis porté, c'est au sens physique, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de poussette, ils portent dans les bras. Et puis au bout d'un an et demi, quand l'enfant commence à marcher, il est chassé, d'abord tout simplement parce qu'il marche, premièrement, puis ensuite parce qu'il y a souvent un autre petit qui vient naître derrière. Et il est amené là à se débrouiller tout seul. Et on a peut-être pas plus qu'ailleurs, mais on a de façon très criante des problèmes de violence, des problèmes d'abus sexuels, des problèmes de viol et d'inceste. Et là, tu tapes dur? Je sais pas ce que ça veut dire taper dur. J'essaye de taper juste, mais de toute façon, la justice étant humaine, on juge avec ses tripes, on est d'abord des gens, on est les produits de nos propres enfances, de nos propres adolescences, de nos propres réminiscences d'éducation, et donc on peut juger comme ça. Et c'est pour ça que c'est forcément imparfait. Autant de juges, autant de façons de juger. Il y a une loi. Une loi, oui. Une loi, mais une loi et des interprétations souvent très très larges, très multiples. La justice peut être injuste. Injuste, peut-être pas, mais variable, oui. Suivant le juge sur lequel on va tomber, peut-être.
Vous allez à l'école? Pas du tout. Vous êtes célibataire, nationalité française, vous n'avez pas d'enfant. D'accord. Vous avez déjà été condamné? Pas encore, mais on s'est déjà vu. Hein. Tenez-vous correctement. Vous savez lire et écrire en langue française? Bien. Monsieur le procureur de la République me demande de vous mettre en examen. Il a fait un réquisitoire pour mettre en examen le 26 décembre dernier pour avoir à Bora. Vous allez me lire ce qui est écrit ici. Là. Plus fort. 500 000 quoi? 500 000 francs d'abord. Et c'est des francs francs, ça fait 1 million de francs pacifiques. Relis-moi la peine que tu risques. C'est combien d'années? Et faire Mathéitis? 5 ans. Hey Mathéitis. Est-ce que tu comprends ça? Vol est puni de 5 ans d'emprisonnement. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le code. Est-ce que tu comprends ça? Bon. Alors, aujourd'hui, donc, je vais te mettre en examen. Tu as un avocat, c'est Maître Sapira, qui a été désigné par le bâtonnier. Maître Sapira n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que tu acceptes que ce soit elle qui te défende quand tu vas passer devant le tribunal? Oui? Ou tu choisis un autre avocat? Le tutoiement, ce n'est surtout pas un tutoiement colonial. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en langue réo-maoï, c'est-à-dire en langue polynésienne, le vouvoiement n'existe pas. Donc très vite, moi on m'appelle, alors il m'appelle du terme tahitien Peretiteni, qui veut dire président, ça équivaut à juge, et puis il me tutoie. Et en fait, le vouvoiement est quelque chose qui est assez mal perçu. Au contraire, le tutoiement n'est pas du tout un tutoiement colonial, mais un tutoiement qui permet de rapprocher les gens. De les rapprocher au sens où on réussit à parler d'égal à égal, même s'il y a le juge qui est derrière son bureau et qui va donner des instructions et dire les choses, malgré tout ça permet de rapprocher les gens et d'éviter d'avoir une distance trop importante qui ne permettrait pas de travailler avec eux, en particulier sur les dossiers éducatifs. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut très bien engueuler un gamin en le tutoyant. Ça n'empêche strictement rien, ça. Ça n'empêche strictement rien. Voilà. Et d'un autre côté, tu acceptes que les gens te tutoient? Absolument. Absolument. C'est évident. Je ne les tutoie que parce qu'ils me tutoient. C'est tout. C'est pas... Sinon, ce serait grave. Hein. Là, ça pourrait poser pas mal de problèmes. Mais le tutoiement, il n'intervient qu'à partir du moment où j'entends les gens me tutoyer. Et dans 9 cas sur 10, parce que je les connais et que je les ai déjà vus, ils me tutoient. C'est tout. Le tribunal, le président pourra à tout moment, enfin c'est le tribunal, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner au témoin de se retirer après l'audition. C'est-à-dire qu'on va très très loin. On interdit pratiquement même aux mineurs d'assister à la totalité des débats quand on estime que c'est trop grave. On ne pourra pas ni donner de nom évidemment,
ni on ne peut filmer, ni on ne peut donner trop de détails. Et pourtant, c'est vrai qu'en matière de mineurs délinquants et d'assistance éducative, par exemple, parce que c'est l'autre versant des choses, c'est vrai qu'on a affaire à des mineurs dans des situations souvent difficiles. J'ai des enfants. Je peux me permettre de te dire quel chemin il faut. Je ne le fais pas pour moi, mais pour toi. Plus tard, tu vas me dire merci beaucoup. C'est toi qui m'as mis sur le chemin. C'est tout ce que je te demande. Fais un pas et on ne te reverra plus. Si cette année, tu peux tenir le coup jusqu'au mois de décembre, ça vaut le coup. Tiens-toi tranquille, c'est tout. Tu te mettras dans ta tête, c'est la première, la dernière, je ne vais plus retourner devant le président. Il sera content, hein? Si c'est un miracle, je te dirai il y aura un miracle. Il faut que tu le fasses. J'ai beaucoup aidé. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont passés devant 2-3 fois, monsieur le président. Mais plus de 4e fois. Si tu peux faire ça jusqu'à quand termine l'année, ça va être le plus beau cadeau que tu feras pour ta mère. Le plus beau cadeau. Je suis interprète pour les résidents de l'île, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer en français. Donc je traduis tout ce qu'ils ont à dire aux magistrats. Par exemple, le président, des fois, il essaye de s'exprimer, mais nos personnes âgées de l'île ne savent pas tellement s'exprimer en français. Donc c'est mon rôle de les aider à s'exprimer dans notre langue polynésienne. Voilà à peu près. Et hier, j'ai vu que tu avais sermonné un jeune. Est-ce que c'est pas ton travail, mais comment tu fais? C'est pas mon travail quand je fais partie un peu du social, du service social, pour donner, pour essayer de gagner un peu l'enfant et le mettre en droit chemin, parce que certainement cet enfant n'a pas vraiment un bon soutien de famille à la maison. Donc c'est mon rôle un peu d'aider pour essayer de le remettre sur de bonnes voies. Parce que hier tu l'as engueulé, hein? Je l'ai engueulé, mais pas méchamment, avec un amour maternel, parce que je pense très très bien que ce gamin a besoin d'un soutien moral qu'il n'a jamais peut-être pas eu avec ses parents. Donc quelqu'un vraiment étranger de la famille, ça ferait bien les choses. Et dernière question, il n'y a pas de juge polynésien, tu penses que ça serait bien? Il n'y a pas de juge polynésien parce que moi je dirais que je préfère ne pas les avoir, ne pas avoir des juges polynésiens parce que ce serait pire, il y aura beaucoup plus de faits graves entre Polynésiens et Polynésiens. Il y a des difficultés à rester trop longtemps dans une juridiction. Comme on a les mêmes difficultés en métropole, on a des difficultés qui sont décuplées ici en Polynésie, puisque on finit par connaître quand même un peu tout le monde très rapidement, on tourne en rond, hein, ce sont des îles. Et à partir du moment où, à mon sens, on connaît trop de monde, on ne peut plus juger avec une grande équité, un grand équilibre. Il est nécessaire de ne pas trop connaître les gens parce qu'après on est trop impliqué dans la vie locale. Et ça devient pas bon. Alors attendez. Vous n'allez pas discuter le coup là maintenant, là, parce que je prends votre dossier. Vous avez jusqu'au 5 juillet pour regarder le document, dire ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord, vous le dites à votre client. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites aussi. Et vous dites à ce moment-là, vous précisez bien pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Hein? Dans mon courrier, j'ai dit pourquoi. Okay. Si vous avez lu le document déposé par moi, j'ai dit pour quelle raison. Parce qu'il manque de 2 hectares. Oui, c'est ce que vous avez dit. Dans cette machin-là, il y a 12 hectares. Alors moi, je dis il y a plus de 12 hectares. C'est ce que vous avez dit. Alors le problème, c'est que l'expert est venu et lui, il n'en trouve que 12. Alors j'ai fourni tous les certificats de propriété. J'ai fourni le jugement dans le 1901. Alors ça m'étonnerait. On va voir ça. On va
On va se donner un petit peu de temps pour regarder ça. Et puis le 5 juillet, vous faites des écritures. D'accord? Très bien. Là-bas. Très bien. Allez, Marolo. Nana. Envoie le 5 juillet 2002 avec la. Le problème des terres est récurrent en Polynésie. L'arrivée des Européens sur le territoire a provoqué une modification radicale du régime de la propriété des terres. Les juridictions tahitiennes, initialement en charge de ces questions en vertu du traité d'annexion, ont été rapidement déchargées de leur rôle. Le régime de la propriété individuelle a été plaqué sur le système antérieur, entraînant spoliation et insécurité juridique sans que les Polynésiens aient été efficacement mis en mesure de faire valoir leurs droits. Un premier décret intervint pour astreindre les Polynésiens à revendiquer leurs terres. À défaut, les terres non déclarées revenaient à l'État. Plus généralement, les terres sont restées dans une sorte d'indivision quand elles n'ont pas fait l'objet d'appropriations individuelles dans des conditions souvent douteuses. À cet égard, aucun territoire français n'a connu un tel recours à la notion de prescription acquisitive, prescription décennale ou trentenaire, aux fins d'appropriation des terres. La situation juridique est alors confuse, les titres de propriété sont imprécis et ne permettent pas toujours d'identifier les terres et leurs propriétaires. Aujourd'hui, c'est une juridiction spéciale qui est chargée de trancher les multiples conflits de terres qui sont la conséquence de l'imposition du Code civil français sur un mode de propriété qui ne répondait pas aux critères européens. En l'an 2000, le problème des terres représentait plus de 25% des affaires en cours. Oui, mais avec tous ces gens-là qui viennent là-dedans, ça va avoir crise cardiaque. Comment il va arranger? J'espère que non. Si. Alors, nouvelle injonction. Maître Gio. C'est la même numéro. C'est le dernier envoi, tout à fait. C'est bien dans l'idée qu'il en est, c'est le dernier envoi. Parce que tous ces gens-là sont en train de manipuler des yeux, alors, ils ne voient pas. Non, mais ne redonnez pas encore. Je les ai déjà. Vous les avez déjà. Oui, mais là. C'est de nutrition. Oui, j'ai donné, mais c'est pas. C'est pour le. Il ne faut pas non plus pousser le bouchon. Il n'est pas dépossédé de tout. Il lui reste quand même un certain nombre de terres. Mais c'est vrai que dans la mentalité tahitienne, pour lui, la terre lui appartient toujours. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Et je n'ai pas de solution idéale pour lui proposer parce qu'on applique la loi métropolitaine et la loi métropolitaine prévoit que quand on a une terre, on l'a obtenue soit par un titre, c'est-à-dire un acte de propriété, soit par l'usucapion, c'est-à-dire l'usage pendant 30 ans de la même terre. L'État n'a pas fait son boulot. Comment ça se fait qu'un notaire, il fait des documents, il dit, ok, j'ai pas l'origine du certificat de propriété, mais qu'est-ce qu'il met en dessous? Sous réserve. Ça veut dire quoi sous réserve? J'ai des documents écrits. On a un terre, ça nous appartient, et c'est quelqu'un d'autre qui a falsifié le papier pour dire qu'ils sont propriétaires. Mais le notaire, il l'a mis en dessous dans son rapport, sans le titre propriétaire origine et sans l'autorité. Il l'a mis sous réserve. Ça veut dire quoi? Il a empoché l'argent et que l'État n'a pas sanctionné ses notaires. Il y a beaucoup de notaires sur la Polynésie française qui sont enrichis. Il fait ce qu'il voulait. Voilà, il fait ce qu'il voulait. Et moi je dis que l'État français, il doit régler ses problèmes. C'est une bombe de retardement. Pourquoi la plupart des gens ils demandent l'indépendance? C'est pas qu'ils veulent l'indépendance. Pas du tout. Non, parce que eux, ils ont déçu le système juridique. Parce qu'ils ne comprennent pas. Grâce aujourd'hui, je sais parler la langue française, mais mes parents ils parlent aucune langue française. Ils ne comprennent rien. Ils sont jugés par un tribunal qu'ils ne savent même pas ce qu'on raconte là-dedans. Et j'ai pitié de ces gens-là. J'ai pitié. Mais personne ne veut dénoncer. Personne. Même les immédiats, même les journalistes. Ils ne veulent pas dénoncer parce qu'ils n'ont pas le kilo, ils n'ont pas de couilles pour dénoncer. Là, la raison. Tout ce que notaires, la plupart des avocats sont enrichis ici. Comment ça fait? La grand-mère est décédée 14 ans après, il vient vendre sa part. Quand il compare acte de décès, acte de vente, ça ne colle pas.
sont les morts vivants. Bien sûr. Il a ressuscité. Bien, alors vous allez jurer d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et votre conscience, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Merci, madame. Vous allez essayer de nous parler de la terre Théonétéré. Alors, est-ce que vous savez où elle est située, cette terre, Théonétéré? Oui, cette terre est située à Nounouré. D'accord. À ce temps-là, on l'appelait cet endroit, c'est Kitia? Avivi. Avivi. Il y a toujours des renvois de ces jugements de terre et puis ça fait l'affaire des avocats. Ça enrichit les avocats. Ça enrichit les avocats, les notaires, et puis alors que c'est si simple. Si on tranchait vite les choses, c'est si simple. Souvent des documents écrits. Il y a souvent des renvois. Alors les petites gens là, ils ne comprennent pas où ils sont. Alors quand il y a un renvoi, il faut bien comprendre, il faut payer. On ramasse dans la poche de ces petites gens là et jusqu'au franc, dernier franc. Alors les gens en ont marre. Moi je dis les gens en ont marre. Je crois qu'il faudrait un changement. Je crois qu'on est dans le moment où il faut savoir partager. Il faut donner aux petits aussi. Parce que là c'est toujours le petit qui morfle. La population est fatiguée. Moi je dis un jour, c'est une bombe à retardement. Ça va exploser dans ce territoire. Mais je vous dis une chose, on dit Brobola c'est la plaque tournante du tourisme. D'accord. Mais ça n'enrichit pas la population. Ça enrichit les grands hôtels qui y sont. Nous avons 18 à 20 hôtels sur cette petite île. Ça enrichit ces gens-là. Le tourisme, il laisse très peu pour la population. Qu'on se le dise. Il ne faut pas croire que les gens de Bourboula, même le petit haïtien, il est riche, c'est pas vrai. Il faut aller dans les quartiers voir, vous allez voir les maisons qui sont délabrées, les gens qui vivent à un niveau très bas. L'arrivée des premiers blancs en Polynésie, c'était un système féodal, comme en France, avant la Révolution française. C'est-à-dire que c'était les rois et les seigneurs qui étaient propriétaires de toutes les terres, toutes, et ils consentaient au petit peuple, qu'on appelle Manaouné en tahitien, d'occuper les terres. Mais c'était juste le bon vouloir des seigneurs et des rois. Et puis est arrivée la civilisation plus ou moins moderne avec les premiers missionnaires, et notamment les premiers hommes d'affaires, qui ont commencé à leur faire comprendre que la terre valait quelque chose. Et il y a eu un commencement de revendication des affaires de terre dans la mesure aussi où les seigneurs avaient perdu leur autorité. Ils avaient perdu leur autorité parce que les pasteurs en avaient piqué une bonne partie avec la nouvelle religion, et aussi parce qu'il y avait les pouvoirs anglais d'abord et les pouvoirs français ensuite publics. Il faut ajouter à ça que des aventuriers anglais, français, danois de tous les pays, marins et autres, pour certains, ont épousé des filles de chefs, qui donc nécessairement étaient propriétaires de toutes ces terres. Donc les enfants de ces étrangers popas, comme on dit ici, blancs, ont hérité de leur mère, puisqu'elles étaient princesses. Ajoutez à ça qu'il n'y avait pas d'état civil, des noms qui changent, parce que les gens changeaient de nom, alors leur prénom devenait leur nom, leur petit nom, leur surnom devenait leur nom, et en plus il y a une tradition en Polynésie, on donne un nom de mariage aux époux. Ce qui fait que parfois ils avaient 3, 4 noms. Et qu'ensuite on ne sait plus à qui appartient la terre. Parce que c'est monsieur machin, dit truc, dit encore truc, dit encore truc. Avec une absence d'état civil, tout ça fait la complication des affaires de terre. Et alors on a plaqué. Alors il y a eu ce qu'on appelait les lois indigènes, et on a plaqué ensuite les règles du code civil, un peu brutalement, non sans raison, parce qu'il fallait bien en sortir, mais qui ont fait que là, ils n'admettent pas toujours les règles du code civil, à savoir par exemple les prescriptions de 30 ans. Si une terre est occupée 30 ans par M. Tétouanoui, ou M. Dupont, il peut prétendre dire qu'il est propriétaire, alors qu'en réalité, c'est pas la terre de ses ancêtres. Et ça, c'est vrai, c'est une partie du droit français que les Polynésiens n'acceptent pas très bien, parce qu'ils disent c'est la terre de mes ancêtres.
Non, c'est pas bon. Je veux savoir pourquoi tu avais donc accepté de faire ce film. Pour montrer un visage humain de la justice. Un visage humain et un visage simple. Et la justice de tous les jours. Voilà. Et l'intérêt, c'est peut-être que c'est une justice de tous les jours qui est rendue de la même façon partout, en province, au fin fond des petits villages, des chefs-lieux d'arrondissement. Et la seule différence, c'est qu'ici, on se déplace en plus pour aller voir les gens. On fait la justice foraine, c'est tout. Le reste, c'est exactement identique. Il est certain que un magistrat qui est un petit peu... Le magistrat qui est dans sa tour d'ivoire en métropole, qui est conseiller dans une cour et qui ne rencontre que des avocats, est beaucoup plus éloigné que moi, je ne vais pas dire des réalités, mais beaucoup plus éloigné que moi des plaideurs, tout simplement. Et tu penses que la population est proche de toi, Anne ? Faut leur demander. Ça, je peux pas te répondre. Ça, c'est la robe de Jean. Comme ça, vaut mieux éviter tout ça. C'est l'ordinateur. Voilà. Ça ici, c'est l'imprimante. Avec. Matina Rorowira. Matini Rorowira. Matini, voilà. Rorowira. Rorowira. Voilà. de votre attention et pour actuellement le 2 décembre